Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573, et sur Free en France, canal 426. Bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La quasi-totalité des États africains dépendent de leurs matières premières qui représentent plus de 70% de leurs exportations. L'Afrique exporte donc plus de 70% de ses matières premières sans aucune transformation locale, sans aucune valeur ajoutée. Pour des économistes, c'est un scandale. Il faut que ça change. Il faut transformer localement nos matières premières. Il faut industrialiser le continent. Mais est-ce si simple? L'Afrique réussira-t-elle le pari de son industrialisation? Trois spécialistes de la question avec moi pour en parler. Nicolas Agbo, vous êtes économiste, professeur des universités, auteur de plusieurs livres, dont entre autres Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité mondiale, ou encore Les solutions salvatrices pour l'Afrique, du même auditeur justement, dans ce livre, professeur, dans ce livre qui a pour titre Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains. Dans ce livre, vous indiquez la nécessité pour l'Afrique d'industrialiser son économie. On en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci de m'avoir invité. Thierry Moëllet II. Vous êtes vous aussi écrivain, auteur de plusieurs livres, dont entre autres Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage, publié aux éditions Equima Média. Vous êtes enseignant-chercheur, directeur, conseil en stratégie des organisations. Vous enseignez le management est l'une des disciplines que vous enseignez. Thierry Moëllet II s'intitule Economic Challenges for International Business, le commerce international et les défis économiques. C'est-à-dire que la question du commerce international et des partenariats économiques est au cœur des matières que vous enseignez. Merci Thierry Moëllet II d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Richard de m'avoir invité. Serge-Éric Meunier, le plus pessimiste autour de cette table, l'homme qui ne voit aucun avenir sérieux pour l'Afrique à long terme. Pour vous, tout est à refaire. Il faut tout recommencer et oublier les slogans. Vous êtes essayiste, consultant en risques et opportunités. Vous êtes par ailleurs, vous aussi, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle, l'incroyable déni de l'afro-optimisme? Merci Serge-Éric Meunier d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la confiance. Parler de l'Afrique. Professeur Nicolas Agbo, commençons cette émission par vous et par ce que vous indiquez dans ce livre, Les solutions salvatrices de l'Afrique. Quelle est l'importance de la question de l'industrialisation aujourd'hui dans un monde qui s'est globalisé et où l'Afrique est conviée à un rendez-vous du donner et du recevoir? Bien, merci. L'Afrique que nous connaissons aujourd'hui est dans l'état de pauvreté socio-économique parce que les dirigeants africains, soit ils n'ont pas encore compris, ou soit ils ont compris, mais ils ne veulent pas le faire. La solution qui s'impose à tous les États du monde, tous les pays du monde que nous connaissons, et qu'on appelle aujourd'hui les pays industrialisés ou développés, pays riches, oui. C'est parce qu'ils sont industrialisés. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas les matières premières, ils importent les matières premières, ils les transforment chez eux en produits finis, lesquels produits finis génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté socio-économique. Pendant l'esclavage, ou précisément pendant la colonisation, mais c'est ce que faisaient les colons. Oui. Ils faisaient travailler les Africains, et ces Africains-là, que ce soit les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, leur donnaient. Et on leur donne des miettes. Depuis que les Africains ont pris leur indépendance socio-économique, au lieu de transformer les matières premières en produits finis chez eux, ils ont simplement pris la place des colons.
Et ils font souffrir leurs semblables dans des travaux pénibles. Et il faut que ça change, dites-vous. Or, comme nous ne faisons qu'en constater, il faut simplement, sans avoir fait même des études économiques compliquées, il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Donnez quelques exemples concrets, professeur. Voilà les exemples concrets. S'il vous plaît, oui. Je vais prendre deux. Prenons le cas de la Chine. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim. D'abord, ils étaient moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que de transformer les matières premières en produits finis. Très bien. Et ils l'ont fait. Très bien. Aujourd'hui, Oui. la Chine a multiplié par 3 son effectif. C'est-à-dire, dans la réalité, les Chinois sont plus de 1,5 milliard de personnes. À partir de cet exemple que vous donnez, professeur, Oui. qui est un exemple parfait, quand on l'applique à votre pays, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui produit le cacao, le café, l'EVA et autres, industrialiser l'économie ivoirienne consisterait aujourd'hui à faire quoi concrètement? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui peut connaître un autre visage. D'accord. Si et seulement si les dirigeants africains, prenons le cas précis de la Côte d'Ivoire, Oui. si la Côte d'Ivoire, les dirigeants ont compris qu'il n'y a pas d'autre chose, ils transforment ne serait-ce que café, cacao dont vous avez en produit fini. Et vous verrez que depuis le paysan jusqu'au sommet de l'État, tout le monde sera riche. Je donne un exemple. S'il vous plaît. Ici et maintenant où nous parlons, une tasse de café dans les pays industrialisés, prenons le cas de l'Europe et de la France, en moyenne, la tasse de café, je dis bien en moyenne, coûte 2 €. Maintenant, et c'est ce que beaucoup ne font pas, ils le font, mais moi, j'ai fait ces expériences-là. Je demande au barman combien de grammes de poudre de café que vous mettez dans la tasse. En moyenne, c'est 8 grammes, mais j'arrondis par commodité à 10 grammes. Ce qui veut dire que quand le barman a vendu 1 kilogramme de poudre de café, 1 kilo, c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10 égale 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 zéros, il récolte 200 €. Les 200 € permettent de rémunérer tout le cycle de ce processus qui est localisé dans ce cas précis en Europe, précisément en France. C'est-à-dire, le kilo de café a été acheté à combien aux paysans en étant généreux? Ou bien, on va dire 300 francs CFA, c'est-à-dire 45 centimes d'euros. Maintenant, on va ajouter dessus 200 € qu'on appelle le droit unique, non, c'est un impôt, et 300 plus 200 égale 500. 500, c'est ce que l'exportateur, pour ne pas dire l'importateur français et européen paye. Donc, ça fait en moyenne 1 €. Entre 200 que paye le consommateur final et 1 € qu'on verse au pays exportateur ivoirien, il y a une différence de 190. Ce sont ces 199 € qui rémunèrent, le bateau, aller-retour. Deuxièmement, je saute les étapes. C'est ça. Arriver, par exemple, au port, que ce soit de Rouen, etc., on va tomber dans l'usine qui transforme ce café en poudre. Qui travaille dans ces usines? Les hauts cadres, ce sont les Européens. Quand ça sort de la machine, il faut emballer. Les compagnies d'emballage se trouvent où? En Europe. Et c'est de là on va aller mettre dans les supermarchés. Qui travaille dans ces supermarchés? Ce sont les Européens. Et c'est là le pays et le barman
va acheter ce café pour alimenter son bar. Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Et c'est tout ça. Alors, imaginons un seul instant que les Africains ont compris ça. Et ils vont implanter la même machine, par exemple... La même usine. La même usine à Abidjan. À Abidjan. Eh bien, la machine, elle est neutre. Elle va faire exactement le même travail. Et on va sortir le café poudre emballé. Et c'est ce café poudre emballé qu'on peut exporter. Il y a deux solutions. Premièrement, exporter. Deuxièmement, consommer nous-mêmes. Mais prenons le cas exporter. Oui. Sur les 200 euros, on peut quand même, que paye le consommateur final, en exportant, parce que tout est fait chez nous, c'est ça. On peut demander, ne serait-ce que payer 50 euros. 50 euros sur les 200. Ils n'ont qu'à prendre les 150. Maintenant, sur les 50 euros, l'État, qui est gourmand, va donner aux paysans producteurs et propriétaires du café, va par exemple lui donner 20 euros. Et l'État prend 30 euros. Donner 20 euros le kilo aux paysans, ça veut dire 13 000 et quelques le kilo. Mais immédiatement, le paysan sort de la pauvreté. Deuxièmement, l'État lui-même s'enrichit. Mais c'est ce qu'ils ne font pas. C'est ce qu'ils ne font pas. C'est ce qu'ils ne font pas. Très bien. On va revenir, professeur. Maintenant, j'ai terminé. La deuxième solution, c'est que le café, eh bien, une fois il est fait, que ce soit un blanc ou un noir, on prend le café. Ça veut dire... Ça dépend des habitudes alimentaires aussi. Un État, le peuple, je dis bien le peuple, est éduqué. Donc, les habitudes alimentaires, on peut... L'Ivoirien préfère le gaba le matin que le Non, mais ça, comme vous l'avez dit, j'ai dit, un peuple s'éduque. D'accord. Donc, quand le café est disponible, il faut le chocolat est disponible, on peut le manger au même titre qu'un Chinois, un Européen, etc. Bien sûr. Ce qui veut dire que le marché, il faut le savoir, le marché africain, aujourd'hui, de 1,3 milliard, demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Bien sûr. Eh bien, les Africains peuvent se nourrir eux-mêmes grâce à la transformation de toutes les matières premières en produits finis. Vous nous direz tout à l'heure. Dans ce cas-là, nous, Africains, à la limite, nous n'aurons même pas besoin même d'exporter hors d'Afrique. Vous pensez que le marché africain est assez vaste, assez grand pour consommer la transformation, le café torréfié en Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci, professeur. Le propos est clair. Mais mes chers autres invités, le professeur a dit quelque chose qui est au début de son propos, qui est très, très important, sur lequel il faut revenir. Le professeur dit, nous avons continué à fonctionner après les indépendances, après la colonisation. Nos économies ont commencé à fonctionner comme comme de par le passé, c'est-à-dire des économies extraverties, destinées à alimenter d'autres économies. Mais si on maintient le même modèle actuel, est-ce que ce que dit le professeur est possible, finalement, avec une économie extravertie, pensée pour alimenter d'autres économies? Merci Richard, puisque la question m'est adressée, je recommencerai par le processus lui-même, c'est-à-dire ce qu'on entend par industrialisation. C'est ça. On n'industrialise pas pour juste les besoins de suivre une tendance, mais c'est la nécessité de répondre à un besoin exprimé par le marché. Et ici, le marché, c'est l'économie interne. Pour cela, il faut qu'il y ait une vision et qu'il y ait une étude assez explicite qui montre que le pays lambda, en Afrique centrale, a besoin de quelques produits manufacturés. Donc, ça veut dire que si on a besoin de produits manufacturés, la priorité, ça sera justement de créer des chaînes de manufacture qui répondent à ce besoin nettement exprimé. On n'industrialise pas pour suivre un mimétisme, mais on industrialise pour répondre à une demande exprimée par le marché des consommateurs.
Et si maintenant on regarde le marché des consommateurs, quelle est la priorité? Est-ce que c'est ce qu'on appelle en anglais des fast-moving consumer goods, c'est-à-dire des produits de première nécessité? Oui. Est-ce que c'est ça qui est prioritaire, ou les produits de transformation de seconde nécessité, ou les produits de complaisance, ou même de lifestyle, c'est-à-dire au niveau de vie? Est-ce que ce sont ces produits dont nous avons besoin? Il faut faire une cartographie des besoins pour savoir exactement quels sont les besoins prioritaires auxquels la politique d'industrialisation doit répondre, et catégoriser cela en termes d'autonomie, ou alors nécessité, ou alors priorité. Une fois qu'on l'a fait, on va donc repartir chercher les possibilités qu'offre la connaissance locale pour créer des industries. Une précision, monsieur Thierry Moëllet, Oui. quand vous parlez, dans le contexte actuel, Oui. quand vous parlez de cartographie du marché, Oui. vous parlez du marché intérieur Africain ou mondial? Non, africain. Non, africain, d'accord. Puisque nous sommes dans le processus de réfléchir comment est-ce que nous allons industrialiser. C'est ça, d'accord. Donc, quels sont les besoins? Parce que le cas, justement, qu'a pris le professeur est un peu extrême pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui prend le café le matin. Donc, Mais ce n'était qu'un exemple. Hein. Ce n'est qu'un exemple. C'était pas un exemple, oui. Oui, et le café, en fait, il répond à un souci des gens qui se lèvent très tôt et qui ont appelons ça quoi, un travail un peu stressant et tout cela. Mais quand un Africain se lève le matin, le café, l'Africain du village, pas forcément celui de la ville qui va au bureau. Voilà. Donc, le marché des fast-moving consumer goods, donc des premières nécessités, est très réduit, et c'est au niveau des villes qu'on trouve, n'est-ce pas, ce genre de besoins, et qu'il faut évidemment satisfaire, puisque de l'autre côté, il y a énormément d'importations qui biaisent, n'est-ce pas, la balance commerciale. C'est vrai. Et qui met la consommation dans un problème de dépendance. Et quand il y a rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il y a des problèmes, n'est-ce pas, des remous sociaux à l'intérieur des États. Pour dire quoi? Pour dire que l'industrialisation dépend pas simplement de la volonté politique, mais du niveau de connaissance capable de créer des usines. Ça nous ramène à la question de l'éducation. Parce que si nous devons industrialiser, et que notre industrialisation dépend également de l'extérieur, comme ce que nous avons connu dans les années 60-70, avec des éléphants blancs. On nous a vendu dans une politique d'industrialisation des usines qui, au bout du compte, n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas de la connaissance derrière pour la maintenance des équipements. Si nous avons le niveau d'éducation qui ne nous permet pas, parce que nous avons trop de généralistes qui apprennent le droit, l'économie virtuelle et tout le reste, sans mettre l'accent sur l'éducation technique et scientifique, nous ne pouvons pas industrialiser. Parce que notre industrie dépendra, n'est-ce pas, d'une activité extérieure dont nous ne maîtrisons pas la chaîne de valeur. Donc, une fois que nous l'avons dit, si nous reformons donc notre mentalité et nous créons une éducation orientée sciences et technologies, nous pouvons industrialiser et, de manière pérenne, maintenir le niveau et la qualité de l'industrialisation ou bien de l'industrie sur la chaîne de valeur qui répond à une nécessité vitale et non pas simplement de complaisance. C'est très important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement L'éducation orientée. Nécessité vitale. C'est d'autant plus important que ça me rappelle un pays ouest-africain qui, dans les années 80, a construit une grande usine. Ils ont appelé ça, je ne vais pas dire le nom, puisque ça dira le nom du pays. C'est une usine de fabrication de parfums. Voilà. Et au bout de quelques temps, c'est devenu un éléphant blanc, évidemment, parce que avant de sentir bon, il faut manger à sa faim. Donc, identifier les priorités d'abord. Priorités, cartographier. Dans les années 80, le parfum reformer le système éducatif pour former des cadres qui vont mettre en place une politique d'industrialisation des besoins et catégoriser les besoins. Nécessité vitale, complaisance ou, appelons ça quoi, lifestyle, c'est-à-dire au niveau de vie. Bien sûr. Voilà. Mode de vie, habitudes alimentaires, etc. Habitudes alimentaires, etc. C'est à ce moment qu'on répondra à ce genre, n'est-ce pas, de questions substantielles. Sauf que nous évoquons aujourd'hui. Nous avons avec nous dans cette émission quelqu'un qui, lui, ne voit même pas le problème du tout. À ce niveau. Il est étonné de son propre pessimisme. Qui pense que de toute façon,
cette réflexion est une fuite en avant parce que nous ne sommes même pas dans la tête prêts à la fois pour comprendre les vraies problématiques. Ah, il a dit un petit peu. Hein. Il a dit un tout petit peu, sauf que vous êtes encore plus acerbe en le disant. Vous dites, on n'est même pas encore capable de comprendre les enjeux, les enjeux, les défis actuels de notre moment, et qu'il y a des démarches de base à faire que nous n'avons même pas encore faites. Il a dit un truc très intéressant. Je pense que c'était la meilleure partie de son propos qui était très intéressante quand il parlait de la spécialisation des formations. Bon, on a des ingénieurs africains, non, on a des compétences. Il y a un niveau nécessaire en nombre d'ingénieurs qui sortent des écoles pour accompagner les processus d'industrialisation. Et là, on a des exemples, on l'a vu en Asie. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie et la Chine en particulier, c'est-à-dire que la montée en puissance de leur niveau de formation, le nombre d'ingénieurs qui sortaient dans les écoles quand ils ont progressé coïncidait à peu près avec l'apparition des grosses usines, de la fabrication de certains objets, etc. C'est complètement corrélé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les deux. Effectivement, si on a plus de gens qui sont dans la sociologie, la littérature, etc., effectivement, l'industrie manquera de bras. Et on le voit à chaque secteur d'activité, il faut qu'il y ait des compétences. Il faut qu'il y ait des compétences en grande quantité. Il est évident que les Indiens et les Chinois, quand ils sont arrivés à la Silicon Valley, s'ils étaient très bons en lecture, en football et en peinture, ils n'auraient pas répondu aux besoins des entreprises. Donc, c'est ça le problème. Donc, pour revenir sur l'Afrique, déjà, la base, c'est pourquoi industrialiser ? Parce que l'idée première de l'industrialisation, c'est que une matière première doit être transformée. Et dès l'instant, un pays africain possède des matières premières qui répondent à un besoin sur le marché mondial, il est nécessaire qu'elle transforme si elle veut gagner de l'argent. Parce que ce qu'on n'a jamais appris à beaucoup de gens, surtout en Afrique, il y a toujours ce mythe des matières premières. On a les matières premières, on est forcément riche. Non, les matières premières, il y en a partout. La première chose, c'est qu'il faut, une fois pour toutes, qu'on sache que la matière première, elle ne vaut rien. OK. Posséder la matière première, c'est rien du tout. Elle ne vaut rien. C'est pas ça la richesse. Arrive derrière, c'est ce que tu en fais. C'est ce qu'on en fait. Comment la société s'organise autour de ça, quelles sont les chaînes de valeur qui sont créées, parce que l'industrialisation, c'est le secteur, et c'est là où c'est intéressant, c'est le secteur de l'économie qui a démontré qu'il a été le plus efficace pour lutter contre la pauvreté. C'est vrai. Il a été le plus efficace pour lutter contre l'augmentation des salaires. Non, pas contre. Contre l'augmentation des salaires. C'est-à-dire qu'il y a un économiste, André Rodic, qui avait remarqué que l'industrialisation, c'est le seul secteur, même les banques n'ont jamais réussi à faire ça, qui intègre les gens qui ont très peu de formation. C'est vrai. Qui ont un niveau de salaire qui progresse très vite. Oui. Où les gens acquièrent des compétences sans forcément avoir besoin de se former parce qu'ils pratiquent tous les jours une activité. Et qui justement, comme le professeur le disait, qui permet de lutter contre la pauvreté. Voilà. Et je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission consacrée à un thème important, industrialisation de l'Afrique. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Deuxième partie de notre émission, de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à un thème important, l'industrialisation de l'Afrique. Et mes trois spécialistes sont toujours avec moi. Professeur Nicolas Agbo, nous allons consacrer cette deuxième partie à la question comment financer l'industrialisation. L'État, quel est aujourd'hui l'état des lieux? D'abord, il y a un pays qui vous donne raison aujourd'hui, mais il n'est pas le seul. C'est le Bénin qui a décidé, par exemple, de transformer localement son coton. Aujourd'hui, le Bénin, qui en temps était le deuxième producteur du coton, mais il est passé depuis quelques mois premier producteur ouest-africain, je crois, du coton, transforme localement aujourd'hui le coton en vêtements qu'il exporte vers l'Europe, vers la France. C'est ce que vous aviez dit dans la deuxième partie de notre émission. Mais professeur, il y a une question très sérieuse et très importante sur laquelle il faut nous éclairer. Quel est aujourd'hui l'état des lieux? L'état des lieux en termes de capacité financière. C'est qu'après les programmes d'ajustement structurel, nos pays sont devenus fortement endettés, avec une capacité limitée d'endettement. Comment on fait alors pour acheter les usines et pour acheter les machines pour construire les usines aujourd'hui localement? Vous avez réfléchi à la question comment on règle, on fait sauter cette digue qu'est l'impossibilité de s'endetter infiniment? Bien, merci. Ça fait plusieurs années, Oui. on nous a mis dans un cadre dans lequel on arrive à se mouvoir, C'est ça. sachant que nous n'allons pas aller plus loin. Ici et maintenant, si nous voulons vraiment sortir, comme je l'ai dit, de l'ornière socio-économique, il faut se donner les moyens objectifs pour financer l'économie, sinon les économies africaines. Et ça, il s'agit de décisions politiques. J'insiste dessus sur le mot politique. Aujourd'hui, qui finance? C'est le FMI, la Banque mondiale, qui sont des organisations, des instruments, des outils pour mettre la main sur tous ceux qui ont besoin de leur argent. C'est vrai. Or, si les Africains prennent la décision de dire que, bon, ça fait des siècles, ils nous ont maintenus dans l'esclavage, dans la colonisation, etc., nous avons une marge de liberté, nous allons l'utiliser pour nous donner les moyens objectifs financiers pour faire tourner notre économie. Quels sont ces moyens? S'il vous plaît. C'est battre la monnaie africaine, la monnaie unique africaine. Question fondamentale, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, d'abord, comment battre la monnaie unique africaine? Je rappelle avec force, il s'agit de décisions politiques. C'est-à-dire, les pays africains se réunissent, peu importe, même ils sont officiellement 54, mais 20 pays, 10 pays, 20 pays, etc., ils peuvent se réunir. On dit, bon, voilà, nous allons battre la monnaie unique africaine. Quel est le processus? Chaque gouvernement se réunit et prend une décision pour dire nous voulons contribuer à la création de la monnaie unique africaine. Nous, pays, Bénin, Togo, etc. Cette décision est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi, ça c'est la première étape, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire demander aux représentants du peuple que peuple, voulez-vous, oui ou non, contribuer à la création de la monnaie unique africaine? Et à une écrasante majorité, eh bien, les parlementaires vont voter pour cette loi-là, on appelle adopter le projet de loi. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, puisque tous les pays africains sont unanimes pour battre la monnaie unique africaine, eh bien, troisième phase, on appuie sur la machine, qui est neutre, et on donne les billets de banque. Oui. Voilà.
Maintenant, on pouvait passer bien sûr par la voie référendaire, demandée par référendum, etc. C'est trop compliqué. Mais il y a un aspect Ça concret. prend trop de temps. D'accord. Et le taux d'analphabétisme en Afrique est encore élevé. Donc voilà, ça c'est le processus de création de la monnaie unique Mais africaine. il y a un aspect concret Oui. sur lequel, professeur, il faut que vous nous éclairiez très rapidement avant que je passe la parole à vos collègues. Si vous me devez de l'argent, si vous avez des dettes vis-à-vis de moi, peu importe si c'est dans une devise étrangère ou dans votre propre monnaie que vous me remboursez, ça ne fasse rien au fait que vous êtes toujours endetté, vous avez toujours des dettes à me rembourser. Oui, Et comment on règle cette question? bien. Donc j'ai fini avec cette phase-là et puis parce qu'il faut que les Africains comprennent. Absolument. Eh bien, une fois on a fait ça, la monnaie unique africaine sera gérée par une banque centrale africaine, Oui. dont le siège sera en Afrique. Et c'est cette banque centrale africaine qui va contrôler toutes les banques centrales nationales ou communautaires, que ce soit la BCAO, la BIAC, etc. Et c'est cette banque centrale africaine qui va définir ce qu'on appelle la politique monétaire africaine. Exemple, la politique monétaire, on peut dire, bon, la BCA, c'est la Banque centrale africaine, a décidé de donner de l'argent à un taux d'intérêt, par exemple, 1%. Toutes les banques centrales africaines vont répercuter cette politique, ce taux d'intérêt, à toutes les banques commerciales D'accord. qu'elles contrôlent. OK. Et l'agent économique, que ce soit le ménage, que ce soit les entreprises, vont venir emprunter l'argent, non pas à 1% défini par la BCA, mais par exemple à 2% ou bien à 3%, parce que la banque commerciale, par définition, fait du commerce, donc va se donner une marge en ajoutant, par exemple, sur 1, va ajouter 2. Donc 1 plus 2 égale 3%. Et comme ça, nous avons les moyens pour pouvoir entreprendre. Une des questions essentielles que les uns et les autres vont poser, c'est de dire, mais ces Africains-là, ils ont leur monnaie. Mais qui garantit leur monnaie? Eh bien, nous disons simplement, nous, Africains, nous avons les moyens objectifs par rapport à tous les pays du monde, les moyens objectifs pour garantir notre monnaie. De l'or, du avec diamant. l'or, le diamant, etc., et etc. le coltan, etc. Mais restons sur l'or et le diamant. Les États-Unis d'Amérique, qui dominent le monde, ont dit que leur dollar est garanti. Aujourd'hui, où nous parlons par 8200 tonnes d'or. Mais il n'existe pas sur la Terre, non, en Afrique, un seul pays qui n'a pas d'or et de diamants. Donc, on a les moyens. Qu'il faut pour On garantir. peut garantir cette, notre monnaie et cette puis monnaie. on peut C'est très clair. dire à chacun d'apporter, par Merci. exemple, 5 tonnes d'or par an. Merci, professeur. Et ainsi de suite. Et j'enchaîne pour dire l'Ouganda, L'Ouganda. tout seul, détient 31 millions de tonnes d'or. Potentiellement. Voilà. Potentiellement. C'est Pas pour encore dire exploité. quoi? Au lieu de passer potentiellement. notre temps à pleurer, D'accord. à attendre ceux qui nous ont mis en esclavage, qu'ils vont venir nous sauver parce que c'est ça notre drame, eh bien, nous avons tout en Afrique. À partir de l'argent que nous possédons, eh bien, avec l'argent que nous possédons, nous pouvons mettre au travail tous les Africains. C'est ce que font les Chinois. Et on peut effectivement bouleverser, sinon redynamiser l'économie africaine. Parce que Merci. pour payer quelqu'un, il faut... Non, pour faire travailler quelqu'un, il faut le payer. Merci, Donc, professeur. C'est très clair. C'est ça que nous devons faire. Maintenant, il y a d'autres moyens, il y a d'autres questions qui Sur sont lesquels soulevées. Voilà. on reviendra. Maintenant, comme vous me posez la question, pour rembourser, c'est ça? Oui. Bon, pour rembourser, d'abord, vous payez, quelqu'un y travaille, et le résultat de son travail, c'est-à-dire les richesses matérielles qu'on crée, c'est ce qu'on vend. Et on a de l'argent pour rembourser le banquier. Mais si vous prêtez de l'argent et que cet argent est mal utilisé et ça ne génère pas la richesse,
Autrement dit, le taux de rentabilité économique de l'investissement est inférieur au taux d'intérêt, eh bien, naturellement, on ne crée pas de la richesse. Merci, professeur. Voilà. C'est très clair. Votre propos. Alors, je sais que Serge Éric Meunier est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est optimiste, ce professeur? Et il y a deux questions qui pourraient vous donner raison d'interroger ou du moins d'être un peu... on va séduire par l'optimisme du professeur, mais c'est à la fois la question de la capacité des États à se mettre ensemble, comme le dit le professeur là, c'est très compliqué en ce moment quand on voit comment les États africains fonctionnent, quand ils sont déchirés par des intérêts totalement divergents qui n'arrivent même pas à concilier. Et la deuxième raison, c'est ce que Kadhafi, qui est d'ordre exogène plutôt, c'est ce que Kadhafi a essayé de faire en créant, à l'image de ce que dit le professeur, une sorte de fonds monétaire africain pour booster l'industrialisation du continent. La suite, on la connaît. Mais commençons par le premier. La question première de la capacité de nos États à se mettre ensemble et à pondre une politique monétaire commune. Est-ce que c'est possible? Non. Ah, c'est pas possible. Non, c'est utopique. Parce que si on regarde juste les faits, parce que comme moi j'ai le malheur, le péché, de ne me concentrer que sur ce qui existe, ce que je peux toucher, ce qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'on voit? Sur la capacité des États africains à se mettre ensemble. Pour créer une monnaie unique africaine. Créer une monnaie, ça c'est très illusoire. Déjà, il y a le marché africain commun, le ZLECAf, où j'ai eu à travailler un petit peu. Oui, on reviendra sur la ZLECAf dans la troisième partie. Déjà, on voit les difficultés que les pays ont à se mettre d'accord là-dessus. Et il y a déjà des litiges, même avant que ce soit signé. Les commerçants de certains pays qui disent que les voisins seront beaucoup plus favorisés, le Nigeria va envahir. Donc, déjà, il y a un problème de mentalité, il y a une éducation qui n'est pas faite. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas copier aveuglément ce qui s'est fait ailleurs. On revient toujours à la base. Il y a un travail à faire au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la monnaie, je ne la vois pas dans l'idée d'industrialiser un pays. Je ne vois pas le rôle de la monnaie, premièrement. Ah Et bon? je ne vois pas non plus le rôle... Et je ne vois pas non plus le rôle d'associer plusieurs États. Ben, tous les pays qui sont développés dans le monde, ils n'ont pas eu de problème monétaire, ils n'ont pas eu besoin de s'associer avec un pays. Je parle que des faits. Clarifiez les choses. Serge Éric Meunier, vous pouvez dépendre sur le plan monétaire de quelqu'un et vous développer? La monnaie n'a rien à voir. Sans aucune souveraineté monétaire. L'outil de production n'a rien à voir avec la monnaie. C'est-à-dire non, que attendez. La monnaie... Ah, monsieur, non, monsieur... Mais non, mais Serge Éric moi, Meunier. je parle des faits. Ah, vous parlez des faits? Parlons des faits. Je parle des faits. Parlons la Corée des faits. du Sud, Parlons le non, Japon... non, restons en Afrique. Serge Éric Meunier. Non, mais il faut parler de ce qui existe. Aujourd'hui, les pays qui partagent le franc CFA, ils ont 85% de leurs réserves de change dans un trésor étranger. C'est-à-dire que le fonctionnement de ce mécanisme qui fait que c'est la France qui garantit le franc CFA, son fonctionnement, c'est que si vous voulez acheter une machine, par exemple, puisqu'il faut industrialiser l'économie, nous sommes en train de parler de l'économie, si vous voulez acheter une machine, il faut la validation de celui qui détient vos réserves de change. Le mythe du franc CFA, si on prend l'ensemble des activités qui garantissent le franc CFA entre l'Afrique francophone, les 14 pays, et la France, on a à peu près autour de 5 milliards. C'est-à-dire que si on prend l'enveloppe globale, sans avoir à rentrer dans le détail, parce qu'après ça va être trop technique, 5 milliards. C'est le budget de la mairie de Paris. On parle de 54 pays. C'est-à-dire qu'il faut juste parfois être raisonnable. Non, le franc CFA, c'est 14-15 pays. Oui, non, mais c'est juste pour dire que globalement, c'est ça. Donc, c'est vraiment ridicule. Parler de la monnaie là, dans des enjeux d'industrialisation n'a aucun sens. L'industrialisation, c'est l'éducation. C'est l'organisation de la société, c'est les partenaires qu'on crée, c'est la stratégie qu'on met en œuvre. Mais non, la monnaie... Mais la monnaie aussi. La monnaie, non. Le Japon, 3 ans après avoir été bombardé, sa monnaie a été soutenue par les États-Unis. Donc, le Japon était dans une espèce de franc CFA avec le dollar américain. La Corée du Sud, pareil, après la guerre, était dans une espèce de franc CFA avec le dollar américain. Ça n'a rien à voir. Pourtant, au sortir de la guerre, c'est là où ils se sont le plus industrialisés. La Corée du Sud et le Japon, c'est les deux pays qui ont la croissance économique la plus rapide de l'histoire de la planète. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, moi j'ai dit, je reste juste sur les faits. Non, je ne suis pas dans l'émotion. Vous êtes très extrême.
Parce Vous, que vous les pouvez faits- nous, vous pouvez nous dire... Parce que la science... Vous pouvez parce nous que les dire, faits- l'indépendance monétaire n'est pas la panacée. Quand on veut s'industrialiser, on l'a compris. C'est pas le... Mais Et en nous plus, dit en que ça plus, n'a aucune indépendance, espèce en de... plus monétaire, indépendance, c'est pas le bon mot. Parce que indépendance, non. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une souveraineté ou pas? Qu'un pays décide d'utiliser le franc CFA, si c'est le pays lui-même qui décide d'utiliser le franc CFA, donc Non. on parle de ce... Mais si, c'est lui qui savez comment ça décide. se passe. Mais D'accord. non, ça se passe comment? Comment? Comment ça se passe? Ben, c'est ce que le maître dit, c'est ce qui est bien pour toi. C'est kilomètres. Ah, mais c'est... Enfin, vous Non, savez- mais c'est kilomètres. Vous savez, Qui? tout ce qui... Mais non. C'est aujourd'hui que les langues se délient, que la parole se libère. et que- L'AES. Oui. Burkina Faso, Mali, Niger, ils ont réussi à mettre la France au bout du nez des services de renseignement français qui n'ont vu que du feu. Ils ont réussi à mettre la France dehors en moins d'une semaine. Oui. C'est et- kilomètres. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le changement de l'Afrique D'accord. aussi reviendra le jour où on arrivera à dire la vérité aux gens. Il faut sortir de cette Bon, histoire très bien. de continent sous On a compris. Alors, Thierry, Oui, Thierry Moilet de- j'ai une autre approche. vous pouvez faire... hein, le- Oui, sauf j'ai que- une autre approche par rapport à la question qui oppose le professeur Agouarou et puis mon frère Meignet. C'est que il faut repartir sur des choses basiques. La monnaie n'est qu'un moyen de paiement. Oui. Donc, on peut utiliser la monnaie comme on peut utiliser une alternative à la monnaie. Au jour d'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils n'utilisent pas la monnaie pour acheter tous les équipements de sécurité qu'ils achètent aujourd'hui. Ils utilisent l'or. Donc, et directement, ça veut dire qu'ils contournent le verrou qui peut être celui justement de ce que vous appelez mettre en question. Ça veut dire que c'est une question de stratégie, c'est une question de vision. Bon, industrialiser sans monnaie, je pense que ça peut être utopique pour les simples raisons que, au bout du compte, il faut bien acheter des matériaux, acheter des du machines, nécessaire, des machines, quel que soit ce qu'on peut, quel que soit ce qu'on peut C'est ça. utiliser comme matériaux, il faudrait bien à un moment Payer. rémunérer la personne qui travaille. Et la personne qui travaille est payée par un moyen de paiement qu'on appelle la monnaie. Donc, ce n'est pas forcément le facteur principal de l'industrialisation, mais c'est un champ bloquant. C'est un levier important. Un levier important parce qu'il faut payer les ouvriers, il faut payer la chaîne de valeur, il faut payer y compris les fournisseurs. Donc toute la chaîne de valeur a besoin d'être rémunérée pour que le processus se mette en place. Maintenant, pour ce qui concerne principalement l'industrialisation, et je répète encore qu'il s'agit d'une vision. On n'industrialise pas, et je le répète, pas le principe de vouloir industrialiser. Quel est le besoin? Il faut identifier le besoin exprimé par ce que nous appelons le marché. Et ici, en macroéconomie, ce qu'on appelle les agents économiques, c'est-à-dire les foyers, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, et puis les entreprises. Maintenant, l'industrialisation, il ne faut pas l'oublier, peut être une politique macroéconomique avec une vision politique, Bien sûr. et le terme politique au sens le plus large du C'est terme, ça. une vision politique, mais cela n'empêche que l'entreprise, ce sont les privés qui industrialisent dans une économie de marché. C'est vrai. Donc il faut créer des conditions qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir créer, imaginer des solutions aux besoins posés par l'ensemble de la population. C'est ce que j'appelle le marché. Le marché a des besoins. Il faut répondre à ces besoins. Et si ces besoins sont des besoins manufacturiers, effectivement, il faut créer des usines. Et ça, il y a des... Et, s'il vous plaît, vous me permettez de finir. Allez-y, rapidement. En créant des usines, il faudrait encore s'assurer que les usines créées ne sont pas structurellement dépendantes en termes de fonctionnalité, n'est-ce pas, des mains d'étrangers. On peut créer des pôles de compétences, qui soient des pôles de compétences régionales. Par exemple, on dit, en Afrique centrale, tel pays, si nous sommes d'accord qu'il s'agit vraiment d'une industrialisation globale. C'est ça. Et pas on de construit, pays. par exemple, une usine de fabrication de médicaments. Ah, par exemple, à Yaoundé, ou à Douala, pour alimenter ou à toute la Malabo, sous-région. etc. C'est ça. Et ensuite, Malabo va dire, bon, moi, en termes de, appelons ça de compétitivité, je suis plus apte à pouvoir plutôt créer des sandales. Donc, on prendra Malabo comme un pôle de compétitivité qui va créer et qui va usiner les sandales qui vont arroser toute la sous-région. Ce qui fait que tout le monde dans la région ne va plus importer des sandales parce qu'on a
un pôle de compétitivité qui est C'est dans très la important. région. Ça, c'est très important Voilà. comme élément. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour approfondir. Et tout ça, il faut les payer. Absolument. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée à un thème important, industrialisation de l'Afrique. Nous avons vu dans la première partie, avec les interventions des uns des autres, la nécessité qu'il y a pour le continent aujourd'hui d'arrêter d'exporter massivement ces matières premières et de les transformer localement. Et dans la deuxième partie, nous avons abordé la question de la capacité à financer l'industrialisation. Et Serge-Éric Meunier nous expliquait dans la deuxième partie que la question monétaire, la question de souveraineté monétaire est une question marginale. Mais commençons cette troisième partie par une question simple et vous allez nous dire s'il avait raison ou pas. C'était l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Nous étions en janvier 1994, où le franc CFA, justement, a été dévalué. Ouais. Non pas parce que les États membres, enfin, les pays qui partageaient le franc CFA l'ont voulu, justement, mais parce que quelqu'un d'autre l'a décidé. Michel Roussin. Voilà. Et Abdou Diouf nous explique le jour où on l'a convaincu, où il s'est retrouvé le dos au mur et qu'il n'avait plus le choix. Il dit, j'avais Michel Candessu au téléphone qui me dit, il faut que tu amènes les autres États à dévaluer. L'ancien directeur du FMI. L'ancien directeur du FMI. Et il dit, mais je peux pas, je peux pas. Si je fais ça, les syndicalistes, ils vont me tomber dessus. Il dit, mais dans ce cas, tu n'auras pas de quoi payer tes fonctionnaires. Et ça, vous pensez que ce n'est pas essentiel dans la réflexion que nous menons ici sur la capacité des États, la nécessité pour les États d'avoir leur propre monnaie. Si le Sénégal n'était pas membre n'utilisait pas le franc CFA et avait sa propre monnaie, Abdou Diouf n'aurait certainement pas reçu ce coup de fil. Il y a plusieurs sujets dans cette question. C'est-à-dire qu'il y a la partie de l'influence où on se sert de certaines institutions pour exercer de l'influence dans certains pays. Ça, c'est principalement l'effet qu'il y a eu sur Abdou Diouf. La dévaluation part du fait que la France a de plus en plus de mal à honorer les engagements financiers pour maintenir le franc CFA à flot à de tels niveaux. Et du coup, elle se désengage en disant pour que je maintienne ma garantie, il faut qu'on sous-évalue la monnaie. Donc, on ne va pas refaire ce débat là-dessus, mais c'était ça, principalement. Oui. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la monnaie, dans tous les exemples, je ne suis pas un cadre de l'histoire de l'économie mondiale, je vois juste que les grands exemples de l'industrialisation que nous avons aussi en Asie, du Sud-Est, en Chine, en Allemagne, en France, en Angleterre, le problème monétaire arrive quasiment à la marge. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que la monnaie, c'est un outil d'échange. C'est tout ce que je veux dire. Et le cas de l'Afrique, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, montre d'abord qu'en Afrique, les pays qui détiennent leur propre monnaie, qui battent leur monnaie, ne sont pas extraordinairement fabuleux. Pas eux tous. Que je suis d'accord avec vous. On n'est pas un que je pourrais citer sans avoir honte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour dire que le problème, ça reste la façon dont les pays s'organisent. C'est-à-dire que si l'État est corrompu, inorganisé, la population peu éduquée, etc., ça ne sert à rien. On peut sortir toutes les formules du monde, c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, le marché unique commun. Moi, j'étais samedi
entre Bastille et Nation pour soutenir les Soudanais. Parce qu'on a quand même connu le week-end, la semaine la plus violente, La plus avec atroce, la d'El plus Facher. atroce. Nous ferons une émission sur la Nous question étions 200 dans quelques jours à Paris. Nous étions à peine 200 pour soutenir les pour Sud-Soudanais. soutenir les Soudanais. Nous étions à peine 200. Et s'il n'y avait pas quelques Européens qui s'étaient mélangés au truc, je ne pense même pas qu'on atteindrait 80. C'est ça la réalité. Et on parle aujourd'hui de l'Afrique qui va s'unir, machin, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, quand je me rendais à la manifestation, sur mon téléphone, j'avais des messages sur les réseaux sociaux et des anciens présidents américains, les anciens chanceliers européens, allemands, etc., qui disaient que c'est la pire semaine depuis 2 ans. Ouais. On était 200 sur le truc. Donc il Professeur, faut arrêter c'est- avec c'est- l'illusion de l'Afrique unie, machin, etc. C'est très triste, c'est très triste pour moi Il faut arrêter. d'écouter ce que dit Serge Éric Meunier, et qui pourtant est une vérité. Et c'est pour ça que on doit pouvoir s'interroger sur la capacité que nous avons sur le continent, nous 54 États, À être sérieux. à être ensemble pour mettre des projets ensemble. Vous savez, jeune étudiant, c'était en Allemagne, je me souviens, c'était dans les années 2000. Le Mozambique avait connu une inondation terrible. Il y avait des dizaines de morts. C'est la première fois que moi, jeune étudiant, j'ai pris conscience de nos incapacités à faire de la solidarité véritable en Afrique. Et ce sont des Allemands, de l'armée allemande, qui a été dépêchée pour aller sauver des Mozambicains de la noyade. Il n'y avait pas une seule armée africaine. Pourtant, on a l'Afrique du Sud à côté, on a le Botswana, le Malawi, on a la Tanzanie. Tous ces pays-là sont là. Et le sauveur est venu de loin. Comment, dans ces conditions, on peut se mettre ensemble pour faire une monnaie? Quand même dans les moments les plus tristes, on n'est pas capable de solidarité. On pourrait prendre le même exemple pour le Mali, qui a été Il y a obligé... des mots qui me brûlent sur les lèvres. Oui, ça, tu vas. Professeur, répondez très rapidement. Là. Nous adhérons à votre idéal. Mais voilà la réalité. J'ai des mots qui professeur. brûlent. Voilà. Bien, merci. C'est un fait qu'on ne peut pas contester, que les Africains ne sont pas unis. Et ça, c'est le drame de l'Afrique. L'Afrique ne fait que reproduire, l'Afrique actuelle, je veux dire, C'est ne ça. fait que reproduire ce que j'appelle l'ordre colonial de la conférence de Berlin de 1884-1885. Je pense Les que ça Africains plaît n'ont pas- bien à... Les Africains d'aujourd'hui, je parle essentiellement des dirigeants, n'ont pas encore compris que en 1884-85, quand on a émietté l'Afrique, ce n'était pas par hasard, c'était pour affaiblir ces États africains-là. Donc, il nous appartient, nous, même si c'est apparemment difficile, Oui, bien sûr. de comprendre que nous avons le devoir de nous unir. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, la misère que nous observons aujourd'hui va s'amplifier. Par exemple, en 2050, où on sera plus de 2 milliards. C'est ça. Voilà. Donc, l'émiettement de l'Afrique n'est pas conseillé. Ce qui nous permet donc, nous, dans nos rêves, à penser à l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, même si dans l'immédiat, ça paraît difficile. Bien sûr. Mais nous Il n'avons va falloir y pas arriver. nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Pourquoi? Parce que les États unis sont de plus en plus forts. Bien sûr. Exemple, nous prenons les États-Unis et les États-Unis d'Amérique. Il y a eu une guerre d'abord. On ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, 50 États unis d'Amérique, ils sont forts. Bien sûr. On prend le cas de la Chine. La Chine, elle est forte. 1,4 milliard, et ainsi de suite. Les Africains ont pour partenaires économiques directs les Européens. Entre l'Europe et l'Afrique, c'est 14 kilomètres. Oui, la Méditerranée. Au moment où les Européens sont en train de s'unir, parce que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est un État, c'est-à-dire c'est sur l'aspect politique. Voilà. Donc, nous faisons comme si nous ne voyons pas.
Ce que nous disons... L'avenir est dans l'union. Pardon? L'avenir est dans l'union. L'avenir de l'Afrique se trouve dans son unité. Dans son unité. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des obstacles, on Ouais, mais n'a là, pas j'ai d'autre répété, choix. mais- Et c'est grâce aux États-Unis d'Afrique D'Afrique. que nous pouvons nous en sortir. Et l'État fédéral africain, on va lui donner 6 compétences. La première compétence, et ça peut se faire, écoutez-moi très bien, puisque c'est une décision politique, ça peut se faire en moins de 6 mois. Première compétence, puisque nous formons un État fédéral. Tous ceux qui ne font pas partie de l'État africain, eh bien, ceux-là, on a des frontières. Et c'est l'État fédéral qui va gérer cette... Vous le dites Deuxièmement, dans votre livre. Hein. deuxième compétence, Allez-y rapidement. on a professeur, s'il vous les plaît. PTT, postes et télécommunications. Ça revient à l'État fédéral. Troisièmement, on a ce qu'on appelle la politique étrangère. Quand vous allez aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Tout ça, je rappelle que ce sont des décisions politiques. À ces 3 compétences s'ajoutent les 3 autres qui sont la monnaie unique africaine que nous allons utiliser. 4e compétence, on a la défense et sécurité. Parce que si nous ne faisons pas ça, et c'est ici et maintenant et aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a la Russie qui est là, qui aujourd'hui est ouverte de plus en plus vers les Africains. On voit bien ce qui se passe à l'AES. Et enfin, la 6e compétence, parce que pour que les uns et les autres puissent comprendre, si on vient frapper un État fédéral, un État africain membre des comme ça a États-Unis été le d'Afrique. cas en Côte d'Ivoire de Gbagbo, eh bien, la France est venue frapper la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Aucun État, je dis bien aucun oui, c'est État ça. africain n'est intervenu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on était content, parce qu'ils étaient contents, mais ils n'ont pas les moyens. Merci. Donc, ça, on voit bien la réalité. Il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island, peuplé de 1 200 000 km² et qui s'étend sur 3 000 km² contre l'Afrique, 30 millions de km². Mais si les 54 pays africains vont s'attaquer militairement à ce petit pays, en moins d'1 mois, je dis bien en moins d'1 mois, tous ces 54 pays seront balayés, Merci. effacés complètement de quoi? De la situation géographique du monde. Parti par l'armée fédérale américaine, parce que ce petit pays fait partie des États-Unis d'Amérique. Autrement dit, grâce à l'armée fédérale, ce petit pays se développe normalement, n'a aucun souci. Donc si nous avons une armée fédérale africaine, tous ces conflits, on voit aujourd'hui ce qui se passe au Soudan, Oui. ce qui se passe en RDC, un peu partout, eh bien c'est l'armée fédérale africaine, outillée militairement, qui va mettre fin à tous ces conflits qui sont là pour retarder Merci, l'Afrique. professeur. Merci. Et je termine en disant la 6e compétence, c'est l'industrialisation. C'est ça. C'est-à-dire, C'est le thème qui nous a... tous, nous sommes dans l'État fédéral africain. Et l'État fédéral africain va faire pression sur chaque État membre de transformer ces matières premières sur le continent africain et non pas exporter les matières premières. Merci. Si on fait ça, dans un proche avenir, l'Afrique va sortir de l'ornière socio-économique. Et il faut se donner les moyens de son rêve. Parce que si nous pensons que, compte tenu des réalités qui se passent, ce n'est plus la peine de rêver, eh bien, c'est terminé. Ça veut dire Merci. que c'est... C'est totalement vrai. Voilà. Merci. Il faut continuer à rêver et à formuler l'idéal. Il n'y a pas d'autre solution. C'est d'autant plus douloureux, et ça je le dis à titre personnel, qu'au regard des faits et de la réalité, c'est très compliqué. Je me souviens, jeune stagiaire à l'Union africaine, c'était l'ancien président malien Alpha Ouma Konaré qui a amorcé la réforme de l'Union africaine du Conseil paix et sécurité et qui a créé et qui a fait jamais l'idée de force africaine en attente.
nous sommes en 2025, et cette force africaine en attente a été là, n'a rien pu faire au Darfour. Sur le Soudan, samedi, la semaine dernière, Hmm. ils ont fait un communiqué, ils ont dit ah, c'est pas bien. Voilà. Et la dernière fois, je crois, nous étions en 2000, si ma mémoire est bonne, 2018-2019. Nkosazana Zuma était la présidente de la Commission de l'Union africaine. Pierre Nkurunziza, c'était la catastrophe au Burundi. L'Union africaine a décidé de l'envoi de 5000 hommes au Burundi pour éviter le massacre. Pierre Nkurunziza leur a dit, si jamais un seul homme franchit les frontières de mon pays, je vais vous le faire regretter. C'est exactement ce que je voulais apporter. Et l'Union africaine voilà où on en est. Voilà, c'est exactement ce que... En fait, mon voilà où on apport en est, malheureusement. à cette question, c'est que les États-Unis d'Afrique, aujourd'hui, c'est une utopie. Pour la simple raison que les républiques ne permettent pas ces porosités. Parce que tant que nous avons des républiques... Avec des frontières. Avec des frontières, pas simplement la République physique, mais la République structurelle, c'est-à-dire l'État républicain. L'État républicain qui se forme à partir de l'idée du peuple qui forme cet État. Si on ne change pas les formes d'État en Afrique aujourd'hui, l'union ou l'unité dont rêvait déjà Nkrumah dans les années 50 n'aura jamais lieu. Et c'est pourquoi? Parce que le peuple est souverain et il délègue sa souveraineté à celui qui le représente, qui, une fois au pouvoir, a tous les pouvoirs pour dire « je ne bouge plus ». Je ne bouge plus. Et donc, lorsque vous lui apportez une idée qui va amoindrir son ego, lui enlever le pouvoir dont il a rêvé toute sa vie, parce que parfois il ne travaille pas, rien d'autre que la politique. Donc, vous lui enlevez ce qui fait la substance de son existence pour diluer ça dans une communauté dans laquelle il serait un élément lambda, il ne sera jamais partant. Et c'est ce qui bloque cette histoire de l'unité. Donc, il faut... Puisque nous parlons de l'industrialisation, et on a bien vu que si on parle de l'industrialisation, il faut bien savoir dans quel espace et dans quel temps il faut vraiment penser cette politique d'industrialisation. On vient voir que les formes ou la forme des États africains est un frein à cette globalisation intra-africaine que nous voulons créer. Deuxième point, une fois que nous avons identifié les besoins, qu'est-ce que nous allons mettre en place comme stratégie pour pouvoir transformer, au moins apporter une solution à ces besoins exprimés par le marché? Moi, je reste sur la microéconomie parce que ce sont les entreprises qui créent les richesses. Et si nous mettons les États devant et que les entreprises viennent derrière, c'est que nous sommes sûrs, premièrement, que les États sont vertueux et que le droit public de ces États permet les flexibilités qui créent des synergies. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les États-Unis d'Afrique aujourd'hui, c'est un vœu pieux, c'est impossible en la forme actuelle des États africains. Ce que la politique ne peut pas faire, par contre, et ça sera ma proposition, la culture peut le faire. Si nous départissons, n'est-ce pas, du champ, du carcan juridique des États aujourd'hui pour mettre les cultures en avant, on va voir qu'on peut créer des anneaux culturels. Oui, mais vous prenez les décisions politiques. Je vais aller au fond. Vous prenez les anneaux culturels. Regardez toute l'Afrique. Si vous regardez les cultures des peuples africains, nous sommes plus unis que vous ne pensez. C'est vrai. Je peux parler, par exemple, le mot Muto en ma langue Bombongo, dans Bonambongo, les Sawa en général, ça veut dire la femme. Que dit le mot si ou le manding? C'est pareil. Mousso. Oui. Voyez que lorsque quelqu'un parle en Afrique de l'Ouest, moi je vais tout le temps au Burkina Faso, lorsque quelqu'un parle au Burkina, je reste concentré, je comprends ce qu'il dit. Mais c'est parce que je n'ai pas appris à l'école à savoir que le Burkinabé qu'on appelle Burkinabé aujourd'hui, et moi nous avons les mêmes ancêtres, moi qui suis à Douala. Donc ce que nous ne pouvons pas faire par la politique, parce que la politique est ségrégationniste par essence, nous pouvons le faire par la culture qui est normalement fédératrice. Merci. Donc, réfléchissons sur les États-Unis d'Afrique, mais pas la valeur culturelle centralisée sur des mécanismes traditionnels africains et sur l'État traditionnel africain, et non pas l'État moderne hérité de la colonisation qui n'a fait que créer des problèmes de division au niveau, n'est-ce pas, des États africains. Et pour finir maintenant pour l'industrialisation, il s'agit tout simplement de créer
de la valeur par la connaissance. Nous pouvons industrialiser si nous avons les compétences, et ces compétences, ça se fait à l'école, pas ailleurs. On ne va pas acheter des usines, on va les fabriquer nous-mêmes selon les modèles qui sont propres à notre cosmogonie, c'est-à-dire à notre vision du monde. Et si nous ne le faisons pas, nous allons continuer le même rêve, les États-Unis d'Afrique, l'industrialisation, et ça sera un peu le vieux. disait, bien sûr. Voilà. On a commencé par le plus âgé d'entre nous, on va finir. On va finir par vous. C'est d'autant plus vrai. Et 2 éléments dans ce qu'il dit. La nature de nos États. On voit déjà comment la décentralisation dysfonctionne. Oui. Parce que l'État central ne veut pas Lâcher du lest. lâcher pour transférer à la fois les compétences et les moyens aux régions, parce que l'État central veut rester fort. Alors quand déjà à l'interne, tu veux rester fort, c'est difficile. Et multiplier ça par 54. De multiplier ça, c'est presque impossible. C'est très compliqué. Et maintenant, je vous laisse le mot de la fin, sans oublier qu'il y a les facteurs exogènes, il y a les charognards extérieurs qui n'ont pas intérêt à nous voir. Et c'est la capacité d'un peuple, d'un pays, d'une nation à pouvoir résister à ces offensives. Ouais. La région la plus espionnée au monde, ça reste l'Occident, parce qu'ils s'espionnent entre eux. C'est ça. Donc les premiers ennemis des Occidentaux, c'est les Occidentaux eux-mêmes, sans l'oublier. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, on a des éléments factuels, l'espionnage, 90%, c'est au cœur de l'Occident. Déjà parce qu'il y a intérêt à espionner. Donc la menace, elle est exogène, certes, mais pas aussi envahissante qu'on le dit. Donc le problème, c'est que moi j'invite les Africains à être raisonnables, c'est-à-dire il faut être sérieux. Il ne faut pas mettre l'émotion en avant parce qu'on ne réfléchit plus. Il faut écouter la science, il faut écouter les faits, et il faut accepter les choses même qui ne nous plaisent pas. Tous les pays d'Afrique étaient plus riches en 1952 que la Corée du Sud. Pourquoi ? Parce que la Corée du Sud était le pays le plus pauvre de la planète. Donc il n'y a pas de débat. Et qu'est-ce qui explique que 30 ans après, c'est la Corée du Sud qui prête l'argent à 54 pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste qu'à un moment, ils se sont dit, on est trop pauvres, on n'a plus le choix, on en a marre de vendre nos cheveux, le sol, c'est que de la roche, on ne peut rien planter. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Pas l'éducation, la lutte contre la corruption. C'est par là qu'ils ont commencé, avant de construire les écoles. Donc, tant qu'on ne remet pas en place le problème de la gouvernance, on peut copier tous les modèles, on peut inventer toutes les histoires possibles qu'on trouve sur Internet pour dire que l'Afrique a finalement trouvé un vrai programme. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, c'est le chaos en Afrique. Qu'il y a des Vous le dites, bon, le chaos peut-être pas, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. En Afghanistan, si je prends les tapis, un pays qui n'avance pas recule. Alors, l'Afrique sera-t-elle la catastrophe C'est du tout ça. 21e siècle? L'incroyable déni de l'afro-optimisme, c'est le deuxième livre que vous avez mis sur le prochain bientôt. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage. Et je suis en train de travailler sur l'axiologie de la démocratie, c'est-à-dire la valeur réelle de ce que c'est que la démocratie, si ce n'est pas une hégémonie structurelle. Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté. Heureusement que des gens comme vous existent, professeur, pour nous permettre d'espérer. Le chaos dont parle Serge, Eric, il faut qu'on sorte de ce chaos si il existe et que les propositions que vous faites dans vos différents livres nous servent de boussole, parce que de toute façon, celui qui a perdu l'espoir a tout perdu. Merci, professeur. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal. Merci. Votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré à l'Afrique, notre beau et grand continent. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et n'oubliez pas que nous sommes désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573, et sur Free, canal 426. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA,
la chaîne panafricaine de référence.